Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur, un sujet qui concerne vraiment tous les milieux de travail au Québec, la fameuse Loi 27. Le compte à rebours est officiellement commencé, des changements importants s'en viennent et le temps file. Alors, on plonge là-dedans. Et ça, c'est la question à se poser. Est-ce que votre organisation est prête pour 2025? Ça peut paraître loin, mais en matière de conformité légale, c'est demain matin. Le but de notre discussion aujourd'hui, c'est de s'assurer que la réponse à cette question soit un oui clair et confiant. OK, alors concrètement, ça veut dire quoi? Regardons le calendrier. Il y a deux dates qu'il faut absolument encercler en rouge. D'abord, le 1er octobre 2025. C'est là que le nouveau règlement sur les mécanismes de prévention et de participation entre en vigueur. Puis, attention, à peine quelques jours plus tard, le 6 octobre 2025. C'est la date limite, le deadline. À partir de ce moment-là, tous les employeurs, sans exception, doivent être 100% conformes. Le compte à rebours est donc bien réel. Et au cœur de toute cette modernisation, il y a un changement qui est fondamental. La loi impose maintenant, noir sur blanc, une obligation de protéger la santé psychique, la santé mentale des travailleuses et des travailleurs. C'est un virage majeur. On va bien au-delà de la simple sécurité physique. Et ça répond à une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Bon, alors comment est-ce que cette nouvelle obligation va se traduire dans le quotidien? Eh bien, le règlement introduit de tout nouveaux mécanismes de prévention et de participation. Regardons ensemble c'est quoi les nouvelles règles du jeu. En gros, le tout est structuré autour de 4 piliers, 4 mécanismes clés. Il faut voir ça comme les outils que chaque organisation devra mettre en place pour bâtir et maintenir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire, autant pour le corps que pour l'esprit. Le premier outil, c'est le programme de prévention. Ça, c'est la stratégie globale de l'organisation. C'est un plan d'ensemble pour identifier systématiquement tous les risques. Et on insiste, ça inclut maintenant les risques psychosociaux. La loi est même très claire, il y a une hiérarchie de mesures à suivre, en commençant toujours par essayer d'éliminer le risque à la source. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. Deuxièmement, le plan d'action. Si le programme, c'est la stratégie, le plan d'action, lui, c'est la tactique. C'est le qui fait quoi et quand. C'est le document qui rend le programme de prévention bien concret, bien réel. On y détaille les mesures précises, on assigne les responsabilités et on fixe des échéanciers clairs. Bref, c'est la feuille de route pour passer de la belle intention à l'action. Le troisième mécanisme, c'est le Comité de santé et de sécurité, le fameux CSS. C'est un organe de collaboration qui est essentiel. Les paritaires, ça veut dire qu'il y a autant de représentants de l'employeur que de représentants des travailleurs. Le règlement précise même le nombre de représentants pour garantir cet équilibre. Son rôle, c'est de superviser la mise en place du programme et de s'assurer que ça fonctionne comme prévu. Et finalement, le quatrième pilier, le représentant en santé et en sécurité, ou RSS. C'est en quelque sorte la voix des travailleurs sur le terrain. C'est une personne qui est choisie par ses collègues pour porter leurs préoccupations, pour participer aux inspections, pour être un acteur de changement. Le règlement va même jusqu'à préciser le temps minimal qu'elle peut allouer à ses fonctions, question de lui donner les moyens de ses ambitions. Donc, si on résume, le processus se fait en 3 grandes étapes. D'abord, on élabore le programme et son plan d'action. Ensuite, on passe à la mise en application concrète des mesures. Et finalement, c'est peut-être le plus important, on assure une mise à jour continue. Parce que la prévention, ce n'est pas un projet avec une date de fin. C'est un cycle d'amélioration constant. OK, revenons un instant sur l'élément le plus transformateur de la Loi 27, la protection de la santé psychique. Ce n'est pas juste un petit ajout dans la loi, là. C'est une véritable évolution dans notre façon de penser la sécurité au travail. Pour bien comprendre le changement, comparons l'avant et le maintenant. Avant, la loi sur les normes du travail se concentrait surtout sur l'interdiction du harcèlement psychologique. C'était une approche réactive. On agissait en réponse à une conduite vexatoire. Aujourd'hui, avec la loi 27, on change complètement de paradigme. On passe en mode proactif. Il ne s'agit plus seulement d'intervenir une fois que le mal est fait, mais bien de prendre des mesures en amont pour prévenir les atteintes à la santé psychique. Il faut savoir que cette nouvelle obligation, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle vient renforcer un principe qui existe déjà depuis longtemps dans notre Code civil du Québec. L'article 2087 le dit très clairement. L'employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et la dignité de ses salariés. La loi 27 vient simplement donner les outils pour appliquer concrètement ce grand principe à la sphère psychologique. Devant tous ces changements, il y a une fonction dans l'entreprise qui devient absolument centrale, vous vous en doutez, les ressources humaines. On ne parle plus juste de conformité légale, mais d'une véritable opportunité stratégique.
J'aime beaucoup cette citation de la revue RH. Elle nous rappelle que les professionnels des ressources humaines sont vraiment en première ligne pour transformer les milieux de travail. La loi 27 leur donne un mandat encore plus clair et surtout les outils pour agir. Parce qu'il ne faut surtout pas voir cette loi comme une simple contrainte. Au contraire, une mise en œuvre intelligente et humaine peut devenir un avantage concurrentiel énorme. Pensez-y, un milieu de travail qui protège activement la santé mentale de son monde, c'est un milieu qui attire et qui retient les meilleurs talents, qui encourage la productivité et qui se bâtit une marque employeur en béton. Bon, le temps presse, on le dit. Comment est-ce qu'on se prépare concrètement pour les échéances de 2025? Passons en mode action. Voici une petite liste de départ. Numéro 1. Analyser les risques. Et on insiste encore en incluant les risques psychosociaux. On parle de charge de travail, de manque de reconnaissance, d'autonomie, etc. 2. Élaborer ou mettre à jour le fameux programme de prévention. 3. Mettre sur pied ou redynamiser le comité de santé et de sécurité. 4. S'assurer que tous les membres du CSSC et le RSS reçoivent la formation obligatoire et spécifique qui est prévue par le règlement. Et 5. Le nerf de la guerre, communiquer, communiquer et communiquer la politique à tout le personnel. Et je termine avec cette question parce qu'au fond, au-delà des règlements et des dates limites, la loi 27 nous invite à une réflexion beaucoup plus profonde. Se conformer à la loi, c'est la base, c'est le minimum. La vraie opportunité, c'est de se demander collectivement quel type de culture de travail est-ce qu'on veut vraiment bâtir pour l'avenir. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. Merci beaucoup.